Et sans plus attendre, je vais passer la parole au docteur Gilles Chaudieu qui, ici, va nous parler de que penser des mutations yeux bleus chez le chat. Gilles, merci. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. J'ai pris mes précautions oratoires auprès de votre comité d'organisation en disant que j'étais peut-être pas le plus qualifié pour parler de ce problème. Moi, je suis ophtalmologue. Moi, je suis ophtalmologue, je ne suis pas... Il faut que je m'approche du micro. Je ne suis pas généticien, je ne suis même pas généticien amateur, je suis tout au mieux amateur de génétique. Donc, je vais vous parler de ce que je connais et peut-être qu'il y aura à redire sur la partie génétique de la présentation. Vous êtes prévenus. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Qui a les yeux bleus, ou plus exactement, qui a les iris bleus? Eh bien, les chats de la catégorie Point, les chats blancs ou particolores avec des yeux bleus ou impairs, les chats dont vous avez décidé que pour des raisons esthétiques, il était souhaitable d'avoir une couleur des yeux en accord avec la couleur de la robe et que cette couleur des yeux pouvait être bleue. Vous avez ici un petit tableau qui est issu d'une publication ancienne qui est intéressante parce qu'il y a toutes les structures anatomiques en fonction des races qui sont représentées. Et vous voyez à la... Je ne sais pas si on a une flèche. Vous voyez sur la ligne du bas, l'épithélium rétinien. L'épithélium rétinien, c'est une partie qui est épithéliale, monocellulaire, comme son nom l'indique, de la rétine. Et dans tous les cas, vous voyez qu'elle est pigmentée totalement ou faiblement chez des siamois. Alors, ok. Ça, c'est ce qui est écrit partout. Et ce n'est pas ce que confirme mon expérience, parce que on voit que chez des chats blancs notamment, on a des épithéliums rétiniens qui sont très peu pigmentés. Ils sont pigmentés, mais ils ne sont pas normalement pigmentés. Et y a-t-il d'autres yeux bleus? Ben oui, les yeux des jeunes chats. C'est quelque chose que vous connaissez, bien sûr, instinctivement. Vous n'y prêtez peut-être pas attention, mais vous avez ici en haut à droite un petit Singapoura de 2 mois avec un iris qui est encore bleu. Bon, il a une glande accessoire lacrymale luxée, mais ça c'est autre chose. Et puis quand on regarde le fond d'œil, le chat a une rétine dont la maturité n'est atteinte que tardivement. Elle est atteinte vers 4 mois simplement. On a 3 à 5 semaines chez le chien, 4 mois chez le chat. Quand vous avez un petit poulain, un petit veau, la rétine, quand elle est finie, complète. Dès qu'il sort, ça y est, c'est fait. Là, c'est pas le cas. À 5 semaines, vous avez un fond d'œil qui est bleu-lilas. À 2 mois et demi, vous avez un fond d'œil qui est bleu dans lequel on commence à voir du vert. Et sur un adulte, vous avez ce fond d'œil qui est dans les variantes de vert jaune. J'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas des différences de pigmentation, mais il s'agit simplement de cristaux qui sont contenus dans une structure choroïdienne qui est bien connue chez tous les carnivores, qui s'appelle le tapis. Elle est dans la partie supérieure du fond d'œil, et cette structure contient des cristaux dont la réfringence donne les différentes couleurs qui varient du bleu au vert, du jaune au vert, en passant par quand même certaines nuances de bleu chez l'adulte. Comment ça se fait l'œil bleu? L'œil bleu, c'est un manque de pigment dans le stroma de l'iris. Le stroma de l'iris, c'est cette partie-là, tissulaire, que vous avez ici sur cette coupe histologique, et aussi de la choroïde. Voilà la choroïde. Qu'est-ce que c'est que la choroïde? C'est la couche nourricière de la rétine, qui est juste là, en arrière de la rétine, sur le fond d'œil. Alors, manque de pigments. Est-ce qu'on les connaît, ces pigments? Aussi curieux que ça pourrait vous paraître, on ne les connaît pas. Les seules études qui ont été faites, c'est chez les oiseaux, parce qu'on a chez certains oiseaux, notamment ces oiseaux tropicaux, des fondus qui sont absolument splendides, et ça a dû intéresser les gens qui s'y intéressaient. Et on sait qu'on a des carotènes, des puridines, des pyridines, des purines, des péridines, mais on ne sait pas vraiment quelle est la nature exacte de ces pigments. Ce qu'on sait, c'est que ces pigments sont contenus dans des cellules spécifiques qui sont les chromophores. Vous les avez ici. Et il y a dans le stroma de l'iris donc ces chromophores, plus des fibrocytes, plus du tissu conjonctif, et puis également des vaisseaux, vous en avez ici, et des nerfs.
En ce qui concerne les vaisseaux, une chose sur l'œil bleu, il ne faut pas que ça vous trompe. Regardez ici, en partie périphérique de l'iris, eh bien vous avez ce qu'on appelle le grand cercle artériel de l'iris qui est très très visible, qui est très rouge, et ça c'est une image normale. Ce n'est pas une image anormale. Donc quand vous voyez ce vaisseau sur un iris bleu, ben, vous savez qu'il est normal. Alors, non seulement dans ces yeux bleus, on manque de pigments dans le stroma de l'iris, mais aussi on manque de pigments dans celui de la choroïde, dans la couche nourricière de la rétine. Pourquoi ? Parce que ces deux structures sont des structures semblables, elles sont contiguës. Vous voyez la choroïde qui vient ici, tac, là on passe par le corps ciliaire et on arrive à l'iris. C'est la même chose. Et vous avez également dans cet iris des cellules que l'on appelle des mélanocytes, c'est-à-dire des cellules qui contiennent, ça c'est quelque chose d'important, qui contiennent du pigment mélanique, et vous les avez ici dans l'iris, ici en face interne, mais dans le stroma, et là dans le stroma choroïdien. Chez les chats à robe point, on sait qu'on a un déficit de synthèse du pigment dans les cellules pigmentées. C'est une étude déjà ancienne, mais qui conserve toute sa véracité. Voici ces cellules pigmentées, ces chromophores qui ne contiennent pas de pigment. Et chez les chats blancs ou particolores, alors là, ce qui est très très intéressant et qui a été mis en évidence il y a très longtemps et qui a été confirmé par les études de génétique et de génétique moléculaire, c'est qu'il y a un défaut de migration, de différenciation ou de survie des cellules pigmentées. À l'époque, on ne savait pas. Mais c'est ça le fond du problème. Vous allez comprendre. On va commencer par les chats à robe de type siamois avec le locus C, le gène tyrosinase et l'iris bleu. Ce patron color point est caractérisé par une robe avec des extrémités foncées, le reste du corps est plus clair, et cela est dû à des mutations que l'on sait siéger au locus C, au locus color, dans le gène tyrosinase, qui provoque une expression thermosensible des pigments qui ne se forment qu'aux extrémités. Vous avez différents allèles, avec un allèle C majuscule, pleine couleur, qui est dominant sur le CB, qui est l'allèle du Burmese, lui-même dominant sur le CS, qui est celui du siamois, et puis lui-même dominant sur le C, albinos, dont vous parlez très peu, et je comprends que vous en parliez peu, parce que je pense que c'est des chats que vous ne souhaitez pas avoir. L'allèle CB par rapport au siamois entraîne un changement du pigment noir en sépia et du pigment orange en jaune. Et la combinaison des allèles CB-CS produit la couleur mink de robe qui est vraiment typique du tonkinois. Deux mutations ont été identifiées, la mutation qui concerne l'allèle CS et la mutation qui concerne l'allèle CB. La différence entre les deux, bon, c'est une différence de couleur bien sûr, et le fait également que au niveau de la robe, la limite entre les couleurs est beaucoup moins nette chez CB que chez CS. Vous en avez un exemple ici. En revanche, la couleur des yeux, qui dépend également du génotype au locus C, on sait qu'on a chez les chats CS-CS, les siamois, des yeux bleus. Les chats CB-CB ont des yeux or à vert, et des chats qui ont une combinaison des deux avec une codominance des deux allèles ont des yeux aigle marine. Vous en avez une image ici, mais la photo est peut-être pas très bonne. Le fond d'œil de ce chat de type siamois à robe point, eh bien, il y a du pigment. Ce pigment, il n'est pas aussi important qu'il le devrait, aussi intense qu'il le devrait, ou il n'est peut-être pas en quantité aussi importante qu'il le devrait. Ce qui fait que par rapport à un chat, bon, que moi j'ai appelé européen, mais qui est un chat de maison, vous avez cette fameuse zone du tapis colorée, et puis une zone sans tapis, où le pigment choroïdien apparaît ici, c'est vraiment du pigment mélanique, il est bien noir. Ben, chez un siamois, où il y a moins de pigment et du pigment qui est dilué, on voit ces gros vaisseaux de la choroïde que vous avez ici. On parle de fond d'œil tigroïde et on voit une zone sans tapis qui est une zone brunâtre ou rougeâtre, ce qui explique pourquoi quand vous voyez ces chats de face, ben, vous avez l'impression que le reflet pupillaire est rouge. Voilà comment ça se passe en coupe avec ce fameux épithélium pigmentaire, le tapis dans la choroïde qui est sous la rétine, et là c'est la rétine nerveuse qui est juste au-dessus. Voilà l'explication. Alors,
Est-ce qu'il y a d'autres choses dont il faut se méfier avec cet œil bleu et le patron d'Europe Point? Oui, c'est le strabisme. Vous avez certainement tous entendu parler de ça et vous en avez tous vu des cas. Comment est-ce qu'on l'explique? Il s'agit d'un strabisme convergent, c'est-à-dire que les axes optiques se déplacent vers l'intérieur. Il y a également, chez certains siamois, chez certains sacrés de Birmanie, il y a également ce qu'on appelle du nystagmus, c'est-à-dire, vous l'avez peut-être vu ça même de façon physiologique, on le voit chez des birmans même qui ne sont pas strabisques, des mouvements incoordonnés des yeux latéraux. Et ce sont des chats qui ont, parce qu'ils n'ont pas un axe optique qui coïncide avec leur axe visuel, qui ont un peu de mal à se fixer, et ils n'ont pas réussi, durant leur période de croissance, à correctement imprimer au niveau des aires corticales visuelles, ce qui explique pourquoi ils sont toujours en train de chercher. Ce strabisme se traduit par une anomalie de projection des fibres rétiniennes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fibres rétiniennes? Ces fibres rétiniennes, c'est celles qui vont former le nerf optique. Le nerf optique, dans les nerfs crâniens, il a cette particularité d'avoir une formation centrifuge et pas centripète. Il part de l'œil et il va au cerveau, pas l'inverse. Vous voyez ici, à partir de la rétine, on a ces fibres optiques, c'est la couche la plus profonde, issue des cellules ganglionnaires, et qui vont se réunir pour former le nerf optique. Et on a chez le chat 60% de ces fibres qui, un peu plus loin, voilà le nerf optique, un peu plus loin au niveau du chiasma optique, où les deux nerfs optiques se rejoignent, eh bien, on a un certain nombre de ces fibres, 60%, qui décussent, c'est-à-dire qui croisent. Et les fibres qui croisent sont des fibres qui sont issues de l'hémirétine interne. Qu'est-ce qui se passe chez les chats à Europe Point? Eh bien, on sait qu'on a la transition, elle se fait pas comme ça d'un seul coup entre celles qui croisent et celles qui ne croisent pas. On sait qu'on a une zone de transition qui se fait de façon plus progressive que chez des chats qui n'ont pas cette robe, et on a des défauts d'orientation. Et on a ici une zone, il faut se l'imaginer sur la totalité de la hauteur de l'œil, de 20-25 degrés, avec des fibres qui sont dans la partie latérale de la rétine et qui vont venir croiser. Et en venant croiser, elles vont venir ici, et leur premier relais dans le cerveau, ce sont les corps genouillés, et au niveau de ce premier relais, elles vont occuper la place de celles qui auraient dû croiser et qui auraient dû normalement se trouver là. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner tout simplement un champ de vision binoculaire. Le champ de vision binoculaire, comme chez nous, c'est l'endroit où les deux champs monoculaires se recoupent. Un champ de vision binoculaire qui sera un petit peu plus important. Donc, en fait, on dira que ça n'a pas une grosse importance. Il n'y a pas d'intérêt à corriger le strabisme chirurgicalement, si ce n'est un intérêt esthétique, mais bon, il faut l'oublier. Et des études ont montré, à la fin de l'exposé, vous avez la liste de toutes ces publications. Des études ont montré que, effectivement, aussi bien les corps genouillés que les aires visuelles qui sont postérieures, c'est les aires 17 et 18 qui sont postérieures sur l'encéphale, sont des aires qui ont un aspect histologique qui n'est pas tout à fait normal parce qu'elles n'ont pas été correctement sollicitées. Deux mots de l'albinisme. Alors l'albinisme, c'est quelque chose, je vous en ai parlé avec cet allèle C. Voilà une portée de chat dans laquelle vous avez un albinos au milieu. Vous voyez que tous les autres sont pigmentés. Les yeux sont en principe bleus, ils peuvent être quelquefois roses. Et vous avez, lorsque vous avez ici une portée totalement albinos avec une femelle albinos et un mâle que je ne sais plus où il est, mais qui est également albinos, eh bien, vous avez une portée qui est totalement albinos, avec, comme vous voyez dans ces individus qui sont barrés, une mortinatalité qui est extrêmement importante, et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr éviter. Dernier problème lié à l'œil bleu du siamois, c'est le glaucome congénital du siamois, alors particulièrement du siamois, on ne l'a pas mis en évidence chez le sacré de Birmanie ou chez le Color Point. C'est un glaucome qui est autosomique récessif, qui est lié à la mutation
d'un gène qui code pour une protéine qui est une protéine extracellulaire. Ces protéines extracellulaires, on les retrouve dans beaucoup de tissus, et notamment ici, au niveau de la zone de filtration de l'humeur aqueuse de l'œil. Qu'est-ce qui se passe? L'humeur aqueuse, le liquide qui baigne la chambre antérieure, il est produit par le corps ciliaire. Sous la dépendance de chaleur, de courant de convection, il va passer la pupille, il va se rendre dans cet angle entre la cornée, cette partie-là, et l'iris, qu'on ne peut pas observer normalement. Alors qu'est-ce qu'on fait pour l'observer? On met un verre qui modifie le rayon de courbure de la cornée, et on voit cette partie, enfin la partie visible antérieure, avec des fibres très fines dans lesquelles l'humeur aqueuse s'engage. L'humeur aqueuse est produite et elle est recyclée en permanence. Ce qui fait, là vous voyez, sur une coupe histologique, on voit très bien ces fibres qui sont très très fines, avec ces protéines extracellulaires qui forment le stroma de cette fente dans lesquelles s'engage l'humeur aqueuse. On comprend bien que si ces protéines sont déficientes, on a des fibres qui sont très courtes, qui sont épaisses, et l'humeur aqueuse ne passe pas, et elle continue d'être produite, donc il y a un glaucome, une augmentation de la pression intraoculaire. Des anomalies de l'iris et du cristallin sont associées, et ce sont des chats qui perdent la vision à 6 mois. Voici un petit siamois de 8 mois avec un iris. Il y a ce qu'on appelle une hypoplasie de l'iris, on a l'impression qu'il est presque transparent, c'est de la dentelle, et de l'autre côté, il y a un glaucome déclaré avec un cristallin qui a déjà bougé. Vous me ferez certainement remarquer que cet iris-là n'est pas bleu, je vous le concède, parce qu'il y a une inflammation dessus, et vous verrez à la fin de l'exposé pourquoi l'iris bleu peut changer de couleur. Le chat blanc. Alors le chat blanc, c'est un petit peu différent parce que chez le siamois et les dérivés, on a du pigment, pas tout à fait assez intense, pas en quantité tout à fait suffisante, mais là, on n'a pas de pigment. Alors dans le petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu que l'épithélium pigmenté apparaissait non atteint. C'est une vérité à nuancer. La meilleure preuve, vous avez ici un chat dont les yeux sont impairs. Voilà son fond d'œil gauche, voilà son fond d'œil droit. Son fond d'œil droit est celui d'un chat absolument classique. Et son fond d'œil gauche, il n'y a pas de pigment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pigment choroïdien, ou très très peu. Vous voyez, par rapport au pigment choroïdien d'un chat normal, il y en a très très peu. Il n'y a pas de tapis chez ce chat, cette partie verte, là, elle n'existe pas. Vous voyez un petit peu de pigment à la périphérie. Et l'épithélium pigmenté, il est un peu pigmenté, mais il n'est pas complètement pigmenté, ce qui fait qu'on a les vaisseaux du fond d'œil, et après, on a une vue directe sur les vaisseaux de la choroïde, et ce qu'on voit derrière, c'est la sclère, c'est le blanc de l'œil. Donc quand vous regardez ces chats de face, avec ces yeux bleus, forcément, la pupille, il y a un reflet qui est rouge, c'est évident. C'est quelque chose qui est distinct de l'albinisme, ça c'est très important, parce que vous avez au moins un phénotype qui le démontre. Dans l'albinisme, on n'a pas de surdité. Or là, vous allez être confronté à des problèmes de surdité. La mutation au locus white, elle est connue dans plusieurs espèces, notamment chez le chat, mais dans plusieurs espèces. On sait que c'est une mutation qui est contenue dans le gène KIT. Ce gène, c'est un proto-oncogène. Chez l'homme, les mutations sont responsables d'un certain nombre de tumeurs, notamment des tumeurs gastro-intestinales, des mastocytomes, des leucémies, etc. Et la mutation peut être aussi responsable du pibaldisme chez l'homme. Le pibaldisme, pour faire simple, c'était Édouard Philippe quand il a été Premier ministre. Mais là encore, c'était pas génétique, c'était acquis. Mais l'image, c'est ça. Ce sont des gens qui ont du blanc dans les cheveux, sur les sourcils ou dans la barbe pour les hommes. Et c'est un gène également qui code pour une protéine qui est une protéine réceptrice de la tyrosine kinase. Différentes mutations ont été mises en évidence, et l'allèle sauvage, il n'est pas muté. L'allèle white, figuré par le W majuscule, et il y a également une autre mutation qui a été mise en évidence, c'est le white spotting allèle, qui est noté WS, et vous avez en responsable de ces mutations un mécanisme qui est vraiment, vraiment particulier, qu'on appelle une rétrotransposition. Pourquoi rétrotransposition? C'est parce que la mutation est liée à la mobilité d'une séquence d'ADN, exactement comme celle que l'on observe chez des rétrovirus. C'est pour ça qu'on parle de rétrotransposition. Et la partie mobile, ça s'appelle un transposant. Le W dominant, il est pléiotrope.
c'est-à-dire qu'il a des effets sur différents effecteurs, le pelage, l'oreille et l'œil. Ça veut dire que cet effet, s'il est pléiotrope, il est quand même différent en fonction des effecteurs. Pour la robe, c'est une robe blanche, donc la pénétrance est complète, vous l'avez ici. Pour l'iris bleu, la pénétrance est complète pour les sujets WW, mais elle est incomplète pour les WW+, et vous avez ici un chat avec des yeux impairs. Et pour la surdité, la pénétrance est également incomplète, mais elle est incomplète aussi pour le WW, ce qui explique pourquoi tous les chats blancs ne sont pas sourds. En fait, quand vous avez des blancs aux yeux bleus, vous avez plus de sourds bilatéraux que chez des chats WWS, également plus de sourds unilatéraux, mais vous avez aussi des individus qui ne sont pas sourds. Et il est à noter, parce que ça c'est important, c'est quelque chose qui a été fait sur un nombre assez conséquent de chats, que plus de la moitié des WWS sont des animaux qui ne sont pas sourds. La corrélation entre entre l'intensité du bleu de l'iris et l'atteinte de l'oreille interne, notamment pour des sourds unilatérales, elle est établie depuis très longtemps, puisque c'est quelque chose que l'on connaît depuis maintenant une cinquantaine d'années. L'étude très intéressante qui a été faite sur ces conséquences de cette mutation au locus white a été faite sur des souris. Elle est ancienne, mais c'est une étude qui est remarquable. On a pris des souris normalement pigmentées, on a pris des souris qui étaient porteuses de cette mutation, et puis on a suivi cela embryologiquement, et on s'est aperçu qu'à partir du 12e jour, il y avait chez ces souris qui n'étaient pas pigmentées, il y avait une migration initiale des mélanocytes. Vous voyez ce qui se passe. Là, c'est un embryon normal de souris. Nous sommes ici au 10e jour. Là, à 10 jours et demi, on voit qu'il y a des mélanocytes. Ces mélanocytes, c'est des cellules qui sont chez l'embryon à la surface. Elles viennent de ce qu'on appelle le neuroectoderme, c'est-à-dire l'épithélium nerveux superficiel de l'embryon. Et elles viennent vers l'oreille interne et vers l'œil. C'est un petit peu plus net à 11 jours et demi, à 12 jours, etc. Et vous voyez qu'il y a toujours ces zones de concentration des cellules qui sont des mélanoblastes à ce moment-là. C'est les précurseurs des mélanocytes. Eh bien, chez ces souris albinos, à partir du 12e jour, ce qu'on constatait, c'est que la migration initiale s'était faite avant, mais là, ça s'arrêtait. Et la densité finale des mélanocytes, quand les souriceaux étaient nés, elle était réduite. Là, on le voit très très bien au niveau d'un globe oculaire. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure avec la choroïde pigmentée. Ça, c'est une souris normale. Et ça, c'est une souris dépigmentée dans laquelle il y a beaucoup moins de pigments. Cette anomalie était associée aussi à du nystagmus, à des hypoplasies de l'iris, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et cette anomalie est associée à de la surdité. Alors, la surdité, là, je crois qu'on a vraiment... Moi, je suis praticien. Le recueil des potentiels évoqués auditifs, je peux vous dire qu'il n'a pas bonne presse. Je ne sais pas pourquoi, parmi les praticiens, parce que c'est un examen il y a peu de sites qui le proposent, peu proposés. Et pourtant, si on veut étudier la surdité, il faut passer par les potentiels évoqués auditifs. Et alors, l'image que je vous montre ici, j'étais dans mon état normal quand j'ai fait le diaporama. Vous aurez tous constaté que c'est un chien. Il y a des races où on a également des sourds, et en particulier le bulldog français. Pourquoi une photo de chien ? Parce que je n'ai jamais fait de potentiel évoqué auditif sur un chat. On ne m'en a jamais présenté pour ça. Alors que les chiens, j'en ai quand même vu un certain nombre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces potentiels évoqués auditifs ? Eh bien, vous avez ici un stimulateur qui est un casque. On stimule les deux oreilles l'une après l'autre. Vous avez une électrode indifférente et une électrode de recueil qui est positionnée à côté de l'oreille qu'on enregistre. L'électrorétinogramme se compose
de 5 ondes successives. Et ces 5 ondes successives, elles doivent être normalement formées dans des fréquences qui varient entre 70 ou 75 décibels et 100 décibels à peu près. Les signaux sonores sont envoyés à une fréquence de 30 Hz, c'est-à-dire c'est un signal de 0,2 secondes. On entend juste un petit clic quand le signal sonore est envoyé et on enregistre. Alors vous avez ici un sourd unilatéral et vous avez ici un sourd bilatéral. Et le fait qu'il y ait quand même ici une onde formée à la stimulation sonore la plus importante ne veut pas dire qu'il n'est pas sourd. Pour qu'il y ait la certitude qu'il n'y a pas de surdité, il faut que les 5 ondes soient identifiables. Alors, quelles sont les possibilités en élevage? Vous voyez qu'on n'est pas loin du compte. Chez le chien, un iris bleu, le fond d'œil, on a les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelles sont vos possibilités à vous? Privilégier des mariages entre des blancs et des pigmentés plutôt que des blancs-blancs pour éviter les WW, ça c'est sûr. Appliquer des critères restrictifs aux WW sourds en qualifiant les reproducteurs. On a pu montrer que l'héritabilité de l'iris bleu et de la surdité était élevée. 0,75 c'est très élevé, 0,55 c'est élevé. On considère qu'une héritabilité est élevée à partir de 0,4. Et ça, c'est en faveur certainement d'une influence importante d'effets polygéniques additifs par rapport à la mutation principale sur le récepteur de tyrosine, qui est tyrosine kinase, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on pourrait suggérer, c'est peut-être choisir des reproducteurs blancs à audition normale, mais ça suppose de faire des potentiels évoqués auditifs, parce que si vous avez un sourd unilatéral, comme il entend d'une oreille, si vous ne faites pas les potentiels évoqués auditifs, vous ne saurez jamais s'il entend bien. Et s'il est ce que nos vieux professeurs qualifiaient de presbyacousique, c'est-à-dire légèrement malentendant, si vous n'avez pas les potentiels évoqués auditifs, vous le saurez jamais. Et à partir des résultats de PEA, si on en avait suffisamment, on pourrait imaginer de codifier et publier par race des données permettant d'évaluer la pénétrance de la surdité. Voilà pour la robe point, pour le blanc. Et on va maintenant parler de l'œil bleu dominant, où là je serai peut-être moins à l'aise parce qu'il y a un petit peu moins de clinique, mais je vais faire de mon mieux. C'est le caractère qui a été le plus récemment retenu en élevage comme un phénotype esthétiquement recherché. C'est vrai que les yeux bleus, surtout quand ils sont bleus intenses, c'est extrêmement joli. Et il s'exprime par un iris bleu et une panachure blanche qui est limitant. Vous aurez accès à tous ces PDF, donc c'est pas utile qu'on s'étende là-dessus, et c'est des choses que vous savez aussi bien, si ce n'est mieux que moi. Vous savez qu'il y a des origines raciales ou des lignées qui sont différentes en faveur de plusieurs effets fondateurs. Qu'est-ce qu'on appelle un effet fondateur dans une race? C'est la diffusion d'une mutation génétique ou d'un trait génétique qui peut être responsable d'un caractère normal au sein d'une population à partir de l'apparition de celle-ci chez l'un de ces individus. C'est pour ça qu'on remonte toujours à ces chats. Et là, pas de chance, on a 2 chats à l'origine d'une même race et qui avaient, on le sait maintenant, des variants différents de la mutation dominante yeux bleus. La transmission se fait sur le caractère dominant. Il est à pénétrance incomplète. L'expressivité est également variable. On sait qu'on a plus ou moins de blancs. On essaie d'en avoir le minimum, mais il y en a plus ou moins. Et on a recensé actuellement 3 variants spontanés, c'est-à-dire qui sont apparus sans qu'on fasse une sélection particulière, dans le gène PAX3. Ce gène, il est impliqué, et on revient à mes souris de 1995, il est impliqué dans la migration des mélanoblastes depuis la crête neurale. Il est également impliqué dans leur différenciation, c'est-à-dire leur transformation de mélanoblastes embryonnaires en mélanocytes chez l'adulte, et il est également impliqué dans leur survie. Donc, c'est quelque chose de très important, et si on se fixe sur ce caractère esthétique, qui est un caractère souhaitable pour vous, puisque vous l'avez choisi, et c'est vrai que c'est extrêmement joli, ça c'est pas contestable, il faut aussi penser à ne pas sélectionner des sourds. Ça, c'est très important. Donc,
Ces mutations sont de deux types. Il y a d'abord un variant non-sens, c'est-à-dire que c'est une mutation qui conduit à la formation d'un message d'arrêt, et ce message d'arrêt, il sera responsable du codage d'une protéine tronquée par le gène qui est muté. Ça, on l'a trouvé dans une lignée de Maine Coon qui était le Maine Coon hollandais, hein, et en rappel des chats fondateurs, la mutation est notée DBE-RE, et on a par ailleurs mis en évidence deux insertions. Qu'est-ce qu'une insertion? C'est une mutation qu'on qualifie dans le jargon des généticiens de décalante, parce qu'on induit des nucléotides supplémentaires, ces nucléotides dont Morgan Cannon vous a parlé tout à l'heure, dans la séquence. On les intègre à un endroit qui est autre que leur endroit d'origine. Donc on décale. Donc deux insertions, une chez le Céleste et une autre chez l'Altaï. Également, certains Maine Coon ont été identifiés avec l'insertion de type Céleste et également quelques chats sibériens. Alors, venons-en au gros morceau, c'est-à-dire à la surdité qui peut être associée. Dans une étude tout à fait très récente, dont Marie Abitbol est premier auteur, elle est parue en 2024, 117 chats aux yeux bleus dominants ont été intégrés. On signale dans cette étude, bien sûr, les races qui sont intéressées et également les fondateurs, les individus qui sont responsables de l'effet fondateur, que je ne vous détaille pas. On va gagner un petit peu de temps. Il vaut mieux qu'on discute après. Vous les retrouverez dans la consultation de vos documents. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? C'est ça qui est intéressant. Des hétérochromes ou des chats avec les deux yeux bleus, de la panachure blanche minimale, sauf chez le ragdoll, le sibérien et le Maine Coon, où on avait quelques chats qui étaient notoirement bicolores. Ben, vous en avez un ici, on ne peut pas appeler ça une panachure minimale. Une audition qui était normale dans 10 lignées, oui, mais sans PEA. Et une lignée avec PEA, notamment chez le Céleste. Alors ça, c'est quand même très important, parce qu'on avait une lignée avec des yeux bleus, sur laquelle on a fait les PEA, et les PEA sont normaux. Donc ça, c'est quand même, c'est peut-être insuffisant en termes de nombre de chats examinés pour l'instant, mais c'est un résultat extrêmement intéressant. La surdité a été constatée dans 2 lignées, une sans PEA, chez des British, je vous en ai montré tout à l'heure, c'est des British où la mutation est spontanée, est apparue spontanément dans une lignée, une sans PEA et une avec PEA chez les Maine Coon hollandais. Et 2 lignées qui sont des lignées de Maine Coon dans cette étude sont de statut auditif inconnu. À la suite de cette publication a été formulée l'idée que on a maintenant une petite digression, mais on utilise plus des chiens que des chats pour cela. On sait qu'on a des modèles spontanés de maladies génétiques humaines qui sont extrêmement importantes chez nos carnivores domestiques. C'est très intéressant pour tout le monde parce que ça permet... Nos races, ce sont des isolats génétiques. Donc, en gros, on a, je simplifie, mais très souvent, une mutation et une maladie. Alors que chez l'homme, on ne peut plus parler de race, mais on n'a pas ces isolats génétiques et on a un certain nombre de gènes qui interfèrent et qui sont responsables de l'expression d'un phénotype malade. Donc, pour les chercheurs, nos chiens et nos chats, pour ça, ils sont vraiment pain béni. En plus, il n'y a pas que la génétique dans la vie. Pour qu'une maladie s'exprime, elle s'exprime dans des conditions de vie tout à fait spécifiques. Et les conditions de vie de nos chats et de nos chiens, c'est des conditions de vie à la maison. C'est exactement les conditions de l'homme. Donc c'est très intéressant. Et en même temps, c'est une recherche qui, si j'ose dire, ne casse pas d'animaux, puisque on a uniquement du recueil d'ADN à faire avec des prises de sang. Donc c'est très très bien. Tout ça pour dire que
la mutation yeux bleus et la surdité est très semblable, du moins c'est ce qui a été constaté chez le Maine Coon, à ce qu'on observe chez l'homme dans le syndrome de Waardenburg. Et dans ces lignées hollandaises, on a trouvé des malformations faciales. Vous en avez une ici. Ça, c'est un petit chat là, sur lequel je vous concède que je n'ai pas fait c'est une photo qui est un peu ancienne d'études génétiques, mais il a cette malformation faciale. Vous voyez ici une fente palatine. Et il a également ces yeux qui sont anormalement écartés, comme dans la maladie de Waardenburg humaine. Alors, qu'est-ce que vous avez récemment proposé de renforcer les conditions d'enregistrement de ces chats ayant les yeux bleus ou impairs, avec une panachure blanche limitée, non porteur de l'allèle WS, pour toutes les races, autres que le céleste, qui lui est déjà reconnu comme race, avec ces dispositions que vous connaissez, un enregistrement au registre des filiations, une requalification des sujets enregistrés s'il y en a eu déjà, une identification génétique obligatoire, tous les descendants enregistrés au registre des filiations et une photo jointe aux demandes de pédigré. Les tests de surdité sont fortement conseillés sur des chatons avec médaillon si la panachure faciale est de grande taille. Et rappelez-vous l'image de mon bulldog français que je vous ai montré tout à l'heure. Les recommandations qu'un vétérinaire pourrait faire, c'est d'évaluer correctement l'audition. Je n'ai pas d'action auprès d'un fabricant de matériel de détection des potentiels évoqués auditifs, mais je pense que ça vraiment, si on veut travailler valablement, il faut y passer chez les chats aux yeux bleus ou hétérochromes, présumés entendants, pour au moins trouver les sourds unilatéraux. Et comme la dominante yeux bleus est liée à 2 insertions et une mutation non-sens différentes dans le même gène, il est important de ne pas créer les conditions de production d'homozygotes pour un des variants identifiés et aussi de ne pas introduire dans une race un nouveau variant hétérozygote, nous avons vu que c'était possible pour le Maine Coon, différent de celui ou ceux déjà existants dans la race. Je vais terminer très rapidement par quelques cas qui m'ont paru intéressants. D'abord, des fausses interprétations et des fausses associations. Les fausses interprétations, c'est moins vrai chez le chat que chez le chien. Mais les yeux bleus, si j'ose dire, ils ont toujours eu mauvaise presse. C'est quelque chose qui date de perpète, de la vénerie médiévale, où les chiens qui avaient les yeux bleus étaient, même des yeux clairs, ils sont pas capables de remplir leur rôle correctement. Fausses interprétations, moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous montre l'image, peut-être pas chez vous, mais on m'a montré des siamois en disant « mon chat louche, c'est un siamois, il louche ». Je regardais le chat, je mettais en face, et le chat, il était parfaitement normal. Mais vous voyez, si vous le regardez un peu, si vous ne vous mettez pas dans l'axe optique ou dans l'axe visuel du chat, vous avez forcément un chat qui louche. Et je pense que c'est ça dont s'étaient aperçus ces clients. Donc ça, c'est peu de choses. L'iris bleu, c'est un iris qui est en général relativement aminci, et des images comme celle-ci, où on a l'impression qu'on voit le fond d'œil derrière avec ce reflet rouge, là il y a un tapis qui est jaune, mais c'est tout à fait normal. Et puis, il y a des maladies oculaires qui sont en fréquence plus décrites chez des races à yeux bleus que dans d'autres races, notamment la persistance de la membrane pupillaire, qui est une structure embryonnaire qui doit se résorber dans la deuxième moitié de la gestation, qui obture la pupille, c'est pour ça qu'on l'appelle membrane pupillaire, elle ne le fait pas, et on peut avoir des résidus comme ça. Bon, ça, le Birman semble un peu plus impliqué, mais est-ce que c'est lié à l'europoïne ? Personnellement, je pense que la réponse est non. De même, on a un certain nombre de cataractes chez le persan, et surtout chez le British Shorthair, mais enfin ce sont les mêmes chats, qui sont relativement fréquentes par rapport à d'autres races. Ce sont des cataractes qui sont bien spécifiques, corticales. Bon, je passe sur les détails. Est-ce que pour autant il faut le relier à la race ? Non, je pense que ce serait une fausse association. En voici encore d'autres, des kystes de l'iris qu'on voit volontiers sur des yeux bleus, ici chez un persan, mais on le voit aussi chez des iris qui ne sont pas bleus, comme chez ce sphinx. Et puis, il ne faudrait surtout pas penser que ce pauvre petit bengale qui a les iris bleus et qui a des pupilles complètement dilatées et qui ne voit plus rien parce qu'il souffre d'une atrophie rétinienne, ce serait lié à ces iris bleus. Quelques observations. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui peuvent interroger.
C'est le seul que j'ai vu à ce point. Il y avait d'autres chatons dans la portée qui avaient également les anomalies, mais avec des signes moins marqués. Un British Shorthair aux yeux bleus, donc c'est un jeune chat, vous voyez que là les yeux sont bleus, il n'y a absolument aucun doute. Ce chat, il est pas microphthalme, mais il a des yeux qui sont petits quand même. On voit que la membrane nictitante revient dessus. Là, on a l'impression qu'il louche, pas du tout, hein, c'est que l'œil est tout petit et ne remplit pas complètement l'orbite. Donc des yeux trop petits, des malformations des annexes, avec ce qu'on appelle ici un dermoïde, c'est-à-dire des poils qui sont anormalement groupés et orientés. Une cataracte importante, bilatérale, congénitale, puisqu'elle a été observée à l'âge de 2 mois. Là, on a le chat qui est déjà un peu plus âgé, bien sûr. On voit son tapis, mais vous voyez qu'il y a ces espèces de petits points ou cercles, c'est ce qu'on appelle une dysplasie rétinienne, c'est-à-dire que la rétine nerveuse ne se différencie pas correctement et elle forme ces espèces de vagues d'ondulation qu'à l'examen du fond d'œil, on retrouve sous la forme de ces taches grises. Alors ça, ce n'est pas invalidant, mais vous comprenez bien que s'il y a beaucoup de plis et qui sont étendus et qui se rapprochent, ça provoque des décollements rétiniens. Et décollements rétiniens, pour le coup, ils sont invalidants. Donc, ça, oui, c'est vraiment quelque chose. Ce sont des anomalies oculaires multiples et il faut impérativement rechercher pour savoir si dans la race ou chez le persan, on ne retrouve pas d'autres. Cette image, ne regardez pas ceci, qui est un granulome, c'est pas pour ça que je vous la montre, mais c'est la seule que j'avais, d'un Maine Coon, qui manifestement louche et n'a pas les yeux bleus. Mais génétiquement, son statut n'est pas précisé. Et je termine sur l'œil bleu qui change de couleur. Voilà un chat dont les 2 yeux sont bleus. Vous avez ici également, vous voyez, la structure vasculaire qui est visible, et ça, c'est normal. Par contre, l'autre œil, je vous assure qu'au départ, il était bleu. Il a encore des parties qui sont bleues. C'est un chat qui présente une uvéite. L'uvéite, c'est une inflammation de l'UV, de l'iris, peut-être de la choroïde. Là, en l'occurrence, c'est une uvéite antérieure avec une inflammation de l'UV. Et ce que l'on voit en surface, ce sont les petits vaisseaux que je vous ai montrés tout à l'heure dans le stroma de l'iris. Et ces petits vaisseaux, ils sont dilatés, donc ils donnent cette couleur rosée, brunâtre à l'iris. Et ça, c'est un changement de couleur qui est lié à l'inflammation. Les publications dont sont issus les renseignements, notamment génétiques, que je vous ai introduits dans cette conférence, sont ici résumés sur cette diapo que vous pourrez aller consulter sur le site. Et je crois que je suis juste dans les temps. Merci beaucoup. Gilles. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions... Oui. Qu'on les pose maintenant. Une petite pause de 5 minutes parce que j'ai senti certaines personnes avoir une pause technique et peut-être qu'il y en aura d'autres avant que Sylvie Chastan, qui interviendra juste après et qui vient d'arriver, puisse intervenir. On peut faire la pause si tu veux et moi je prends les questions pendant la pause s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une déjà en bas. Bonjour. Bonjour. J'ai une femelle sacrée de Birmanie atteinte d'un strabisme. Oui. Est-ce qu'elle peut les transmettre à ses descendants? Et si Est-ce oui, qu'elle peut, quel est le est-ce qu'elle peut... Alors, la question c'était une femelle sacrée birmane strabisme peut-elle transmettre à ses descendants? Alors, les ophtalmologues ne sont pas des grands généticiens et donc ils aiment bien des choses simples. Quand on a une anomalie oculaire que l'on peut cocher sur notre formulaire ECVO, que l'on peut rentrer, eh bien, on dit qu'à partir de ce moment-là, on n'utilise pas le chat pour la reproduction. Ce qui ne veut pas dire que pour autant, il transmettra obligatoirement. Mais quand on connaît le mécanisme, si la question est est-ce que ça peut se reproduire dans la descendance, la réponse est forcément oui, puisque on a avec cette particularité de robe, une différence qui est moins marquée entre les fibres qui croisent et celles qui ne croisent pas. Sachant que chez le chat, on a quand même physiologiquement 60% des fibres qui croisent au chiasme optique. Donc je vous conseille plutôt de ne pas l'utiliser. Mais je pense qu'elle vit sa vie très bien, elle n'est pas gênée. Ouais. Et elle doit avoir un... Il y avait une question en haut.
moi aussi, oui, c'est par rapport au sacré de Germanie, parce que je suis éleveur de sacré. Oui. Moi, par contre, au niveau du strabisme, j'ai pas très bien compris ce que vous aviez expliqué. Alors, au niveau du strabisme, Mais, vous avez deux demi-rétines, la demi-rétine droite, la demi-rétine gauche, dont les fibres se réunissent pour former le nerf optique. On est d'accord? Bon, jusque-là, tout va bien. La droite est à droite, la gauche est à gauche. Et au niveau de ce qu'on appelle le chiasma optique, c'est-à-dire le nerf optique droit, le nerf optique gauche, qui se croisent pour alimenter à la fois l'hémisphère cérébral ipsilatéral et le contrôle latéral. Là, c'est là que ça se complique, parce que les fibres qui sont issues de l'hémirétine nasale ont tendance à croiser, et les fibres issues de l'hémirétine temporale ont tendance, elles, à suivre leur route ipsilatérale. Chez le chat, on a 60% des fibres qui croisent. Donc déjà, ça fait quand même un sacré paquet qui quitte leur trajet normal. Et chez le chat à robe point, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas il y a une différence qui s'établit de façon extrêmement progressive, il n'y a pas une différence nette entre celles qui doivent croiser et celles qui ne doivent pas croiser. Et ça, c'est en liaison avec la couleur de robe. c'est ça que je sais. Voilà, Exactement. voilà. Et le résultat, c'est qu'il y a trop de fibres qui croisent, qui vont occuper la place de celles qui ne croisent plus, qui n'ont plus la place pour y aller, et qu'on a un champ binoculaire qui forcément va s'élargir, puisque le binoculaire croise les deux champs et que les fibres sont allées là où elles ne le devaient pas. Alors, en fin de compte, la myopie, chez le birman par exemple, c'est par rapport aux nerfs qui sont croisés. Alors, ça n'induit pas de déficit visuel à ce que l'on sait. Hein. Chez l'homme, ça pourrait induire un fort déficit de vision stéréoscopique, c'est-à-dire de vision binoculaire du relief. Mais ça ne semble pas gêner les chats. Oui, non, parce que moi, je sais que ce que je pensais, ce que je croyais par rapport au strabisme du sacré, c'était le cerveau, en fin de compte, lui-même, qui faisait... Enfin, comme il ajustait la vue, c'est lui-même qui... Alors, le cerveau, les aires visuelles essaient de réajuster. La meilleure preuve, c'est qu'on voit ces chats avec du nystagmus. Parce qu'ils ont essayé, ne serait-ce que quand la rétine était en croissance dans les 4 premiers mois de leur vie postnatale, de réajuster le truc, mais ils n'y parviennent pas. Est-ce que je peux... Alors, une dernière question avant de faire une pause. Oui. C'est par rapport au strabisme divergent. Pardon ? Attendez, est-ce que vous entendez ? Oui. C'est par rapport au strabisme divergent. Divergent ? Oui, on a quand même des chats... Vous avez quand même des chats à strabisme divergent. Léger, alors peut-être que vous allez dire que pour alors, vous ne voyez rien, mais regardez, quand même en tout cas. Mon premier conseil, c'est de bien les regarder de face. Oui. Mon deuxième conseil, c'est une question. Est-ce que le volume oculaire vous semble normal ? Est-ce que vous... Je vais poser ça de façon plus simple. Est-ce que vous voyez le blanc de l'œil sur ces chats ? Non. Donc il y a un volume oculaire normal. D'accord. Donc en gros, on n'a pas nécessairement besoin de se former, non. de faire attention à ça dans la sélection. Non, mais le chat va bien voir. Vous pouvez avoir des strabismes. Là, ce sont des strabismes qui sont d'origine nerveuse, mais vous pouvez avoir des strabismes qui ne sont pas. Vous voyez ça sur des jeunes ? On le voit sur des jeunes, donc tout au départ, et ensuite sur certains adultes. Et comme ça donne un certain. Quand vous dites ensuite sur certains adultes, ça veut dire que c'est les jeunes qui persistent ou c'est des adultes nouveaux qui sont strabiques ? Comment ? Ça veut dire que c'est ces jeunes qui persistent strabiques ou c'est d'autres chats qui sont strabiques ? Non, on le voit sur un jeune chaton et ça perdure. Et ça perdure ? Et ça perdure. D'accord. Bon. Il y a peut-être une origine nerveuse. Quelle est-elle ? Je suis incapable de. D'accord, mais au niveau de la sélection, en tant que, conseil à donner à des éleveurs, par rapport à ce phénotype qui est plus ou moins finalement recherché dans ma race, sans que les gens fassent vraiment attention. Parce que des yeux paraissent écarquillés et tout. Je pense que le conseil à donner, c'est s'assurer que vous êtes bien en présence d'un vrai strabisme et pas d'un faux strabisme, parce que, comme vous le disiez vous-même, ce sont des strabismes qui sont minimes. Je n'ai pas vu ça décrit chez le chat, mais je sais que chez le chien, notamment dans les races à face aplatie, on a ce qu'on décrit comme des faux strabismes. En fait, ils ne sont pas strabiques du tout, mais on a l'impression que les yeux s'en vont vers l'extérieur. Quelle est la race ? Là, je parle du Devon Rex. Mais on peut le voir sur d'autres races. Hein. Moi, je le vois aussi sur des British.
Je vois en tout cas que le regard est légèrement décalé. Et est-ce qu'on doit vraiment commencer à alerter les éleveurs dessus? Ou est-ce que ça va apporter un Je pense qu'il faut... Il n'y a pas que la génétique dans la vie. Si on veut faire un dépistage de ce qu'il est convenu d'appeler des maladies héréditaires, il faut déjà avoir un état des lieux de ce qui se passe dans une race, dans une population. Et essayer d'en observer un maximum et voir si c'est vraiment quelque chose d'important, notable. Oui, suffisamment, mais disons que c'est assez facile de donner aussi des directives et de former nos éleveurs en disant tiens, attention, je comprends. Quand il y a un petit je peux guère aller plus loin que de vous dire qu'il faut faire examiner vos chats et avoir un avis médical aussi autorisé que possible sur le strabisme ou le faux strabisme. D'accord. Très bien. Merci bien. S'il y a une autre question, on la posera après la pause parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui attendent ça avec impatience. Gilles va rester un peu plus longtemps et pourra répondre aux questions. Merci à vous. On fait une pause de 5 minutes. On se retrouve donc dans 5 minutes dans l'amphithéâtre. Merci.